à quel titre on m'a demandé de parler de ça? Parce que je ne fais pas partie des contributeurs, hein, donc je commence par ça. Hein. Je vais vous parler de ce livre qui s'appelle OVNI et Conscience. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lu, j'imagine quelques-uns quand même en ont entendu parler. C'est un livre qui est sorti l'an dernier, qui est un ouvrage collectif, qui a été dirigé par Fabrice Bonvin. Bon, moi je n'y ai pas contribué, donc je sais pas pourquoi je suis là. Non, en fait, moi j'ai fait un article dans le magazine Nexus, parce que je suis journaliste, donc je fais de livre, sur ce livre, au moment où il a été lancé, juste avant qu'il soit lancé, donc en 2015. Et je connais la plupart des contributeurs de ce livre, hein, que je vais vous présenter rapidement. Et notamment, je connais bien l'un d'entre eux qui est un peu le pilier de la réflexion qui est au cœur de ce bouquin, qui s'appelle Philippe Guimand, qui est un physicien du CNRS, ingénieur de recherche, et qui est aujourd'hui quelqu'un de très en vue parce qu'il a tous les crédits scientifiques d'un chercheur, et donc quelqu'un qui a aussi monté des sociétés à partir de ses recherches dans le domaine de la physique, de la théorie du chaos, de l'intelligence artificielle, etc. Et Guimand, donc moi j'ai coécrit avec lui son deuxième livre qui s'appelle La physique de la conscience, et qui a un certain succès parce que c'est vrai que c'est une nouvelle approche sur toutes ces thématiques-là. Au départ, son sujet de prédilection, c'est les synchronicités. Hein, donc il propose une théorie physique de ce qu'on appelle les synchronicités. Et puis, de fil en aiguille, il a été amené à s'intéresser au phénomène OVNI parce qu'il s'est intéressé à tout ce qui fait partie du domaine de l'inexpliqué au sens large, hein, et notamment donc, les états modifiés de conscience et tout ça. Et le phénomène OVNI, on va dire, rentre aussi dans ces thématiques-là. Dans ce titre-là, Guimand s'est intéressé à tout ça, mais le vrai architecte de ce livre, et le vrai initiateur de cette démarche, c'est un ufologue que vous devez connaître pour la plupart d'entre vous, qui s'appelle Fabrice Bonvin, qui est suisse, qui a une formation en psychologie, et qui a écrit au moins un bouquin important sur le thème de l'ufologie, hein, qui est à tort pris parfois pour un valléiste, donc quelqu'un qui est très proche de Jacques Vallée. C'est pas stricto sensu juste de dire ça non plus, parce qu'il s'écarte de Jacques Vallée sur certaines choses. Jacques Vallée, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours bien compris non plus forcément, sa pensée est complexe, c'est vrai que c'est pas forcément simple non plus de le suivre, toujours, mais enfin c'est un personnage quand même très intéressant et très important dans le domaine de l'ufologie française, hein. Je pense qu'il faut quand même souligner son apport, d'autant plus dans la filiation avec Aimé Michel, dont vient de parler Geneviève, bien sûr. Et ma présentation, en plus, elle n'est pas sans lien avec ce que vient de dire Geneviève, parce que je vais parler de ce livre, mais pas seulement de ce livre, je vais parler des développements qu'il y a eu autour de ce livre, et notamment ce qui s'est passé après la sortie de ce livre. Et ce qui s'est passé, je vous le dis tout de suite, c'est que deux des membres ont créé ce qu'ils ont appelé le laboratoire Aimé Michel. Vous voyez, donc on est en plein dans la suite de ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, ils considèrent que le phénomène OVNI doit être pensé dans un cadre philosophique, global, etc. Et pas uniquement dans une pensée matérialiste, stricto sensu. Donc le laboratoire Aimé Michel, il a pas fait long feu, malheureusement, parce que il a voulu créer, donc c'est Daniel Robin, qui est un autre ufologue, et Philippe Solal, le philosophe du livre, qui ont voulu créer cette structure-là sur le mode universitaire, donc vraiment structure de recherche privée, mais avec une façon de fonctionner universitaire, donc avec des unités de recherche. Donc il y a 12 unités de recherche qui ont été créées, avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont recruté plein de gens dont j'ai fait partie. J'étais chargé de réfléchir au lien avec les expériences de mort imminente, parce que moi c'est le sujet qui me passionne à la base. Et voilà, rapidement, en fait, les dissensions qui existent dans le monde de l'ufologie en général se sont réaffirmées dans ce cadre-là. Il y a eu des gens qui ne se sont pas entendus entre eux sur l'approche à donner au phénomène, alors que justement l'approche se voulait très large et aussi exhaustive que possible. Malheureusement, il y a eu des affaires d'égo, on en parlait aussi, c'est toujours quelque chose qui pose problème. Et bon, malheureusement, cette structure, le laboratoire Aimé Michel, elle n'existe plus. Voilà, donc ça a fait long feu, et en même temps, ça n'a pas fait long feu. Il y a les deux sens de l'expression. Donc aujourd'hui, cependant, les gens qui ont contribué à ce livre continuent à se voir et à discuter et à réfléchir ensemble. Donc je vais quand même vous dire les noms des contributeurs de ce livre pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Fabrice Bonvin, c'est le directeur de l'ouvrage, c'est lui qui a réuni ce collectif. Donc il y a deux ufologues qui sont connus, des spécialistes. Moi je suis pas ufologue, hein, pardonnez-moi, parfois peut-être j'ai pas la bonne terminologie, j'ai pas les bons termes, mais bon, c'est un sujet qui m'intéresse bien sûr, comme tout ce qui relève de l'inexpliqué. Donc des vrais ufologues dans le livre, il y en a quand même. Il y a Daniel Robin, qui est créateur de OVNI Investigation, une association qui a fait un gros travail de terrain, je pense qu'il est respecté quand même par les ufologues. Et Eric Zurker également, qui est à Nice, qui est un ufologue avec une bonne expérience aussi du sujet, donc avec un gros travail de terrain. Dans ce livre également, il y a une contribution importante de Romuald Le Terrier, qui est un ethnobotaniste spécialiste du chamanisme. Donc c'est vrai qu'on a un rôle assez large, parce que là, on va parler du lien entre
phénomène ovni et chamanisme, qui est un lien qui existe, hein, qui est patent. On a également Jean-Jacques Jaillard, qui lui est à la fois psychologue et philosophe. Alors lui, c'est le seul auteur que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré personnellement. Et donc Philippe Solal, qui est un philosophe des sciences, épistémologue, historien des sciences, voilà, qui enseigne à Toulouse, et qui donc apporte voilà, la richesse de la réflexion philosophique à ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle dans ce livre-là, le phénomène ovni, plus que simplement les ovnis en tant que tels et en tant qu'objet. Hein. Et donc, je vous l'ai dit, donc Philippe Guillemant, physicien cinéaste. Alors, là, l'introduction, je pense que là c'est clair, on situe à peu près le cadre de mon intervention. Il s'agit, avec cette réflexion-là, d'élargir un petit peu le cadre de réflexion, sans rejeter justement telle ou telle hypothèse. L'hypothèse extraterrestre, elle est parfaitement valide. On voit bien qu'il y a des cas extrêmement solides qui ont été présentés ce matin par James, par Gildas, etc. Le lien avec le nucléaire, il est évident aussi, on ne peut pas le nier. Il y a une part de matérialité du phénomène qu'on ne peut pas exclure, hein, c'est évident, mais il se trouve que la réalité dans laquelle on vit, eh ben, c'est une réalité avant tout qui est une réalité de conscience. Voilà, donc ça c'est incontournable, je vais vous en dire quelques mots qui justifient cette approche-là, mais ce qui fait que dans ce cadre-là, le phénomène ovni prend une autre dimension, il prend une autre dimension au sens propre et au sens figuré pour le coup, puisque on va s'apercevoir que le phénomène il joue avec la capacité de notre conscience à le percevoir, à le concevoir, à le penser, etc. Donc la justification du lien entre ces deux mots, Fabrice Bonvin me l'a confié donc, quand je l'avais interviewé pour Nexus. Hein, il défend une approche holistique du phénomène. J'espère que ça choque personne, hein, ça veut dire une approche aussi globale que possible, sur la base de 6 constats qu'il présente dans le livre. Premier constat, le phénomène s'affranchit des lois cinétiques et dépasse de loin nos capacités aérodynamiques, je pense que tout le monde est d'accord. En 2, il a une composante physique, donc la composante physique elle est absolument assumée. Hein. En 3, il est doté d'une intentionnalité et se caractérise par une grande élusivité. Donc l'élusivité, ça veut dire que ça échappe à l'objectivation. C'est Bertrand Meuse, qui était un prof d'Aimé Michel, comme l'a dit Geneviève, qui a introduit le concept dans le cadre de l'ufologie. Grande élusivité, ça veut dire que le phénomène est sporadique, se manifeste comme ça de manière ponctuelle. Ce sont des manifestations qui sont fugaces, qui sont non reproductibles et qui échappent en fait à une objectivation poussée. C'est ça que ça veut dire l'élusivité. C'est un terme qu'on utilise aussi en parapsychologie pour parler des phénomènes psy en général. Hein. Quatrième point, donc le phénomène ovni montre de l'intérêt pour l'énergie nucléaire, à l'usage civil ou militaire, ça a bien été montré ce matin avec force argument, bien sûr. En 5e, il a une tendance à se manifester par vagues, dans une perspective temporelle. On en a parlé aussi, la vague de 54, qui est le point de départ de la réflexion aussi d'Aimé Michel. Et en 6, il se présente sous une grande variété et s'adapte à nos représentations cognitives d'un point de vue formel. Donc la forme qu'il prend s'adapte à nos capacités à le concevoir, à le penser, donc nos représentations cognitives. On va revenir sur cette notion-là aussi. Donc ça, c'est le point de départ de la réflexion de Fabrice Bonvin, qui voulait donc traiter le sujet dans ce cadre-là, mais qui s'est dit, moi, j'ai pas les capacités de le faire moi-même, forcément, et donc je vais réunir ce collectif. C'est pour ça qu'il lui fallait un philosophe, un psychologue, des ufologues et un physicien, un ethnobotaniste, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Mais le livre s'ouvre quand même sur 2 témoignages de 2 jeunes femmes, qui sont 2 sœurs, qui ont vécu ce qu'on appelle les RR3, rencontres rapprochées du 3e type, pendant l'enfance, de manière récurrente, etc., qui avaient des petits hommes bleus, en l'occurrence, qui venaient dans leur chambre toutes les nuits. Et je crois qu'il y a aussi une dimension RR4, c'est-à-dire enlèvement, à bord d'un vaisseau. Donc après, est-ce que ça se passe sur le plan matériel ou est-ce que ça se passe sur un plan plus subtil, notamment ce qu'on appelle le plan astral, hein, dans l'ésotérisme. Ça, c'est encore une question qui reste ouverte aussi. Hein. En tout cas, ces 2 témoignages sont très riches et ils recoupent plein d'autres choses qu'on a pu dire sur le sujet dans le domaine des enlèvements. On appelle aussi abduction, hein, mais abduction, ça veut juste dire enlèvement. Ça, je pense que vous le savez. Alors, Fabrice Bonvin, il s'est rendu compte aussi que les chamans sont d'excellents techniciens de la conscience, comme il dit, et qu'ils étaient capables d'entrer dans des états modifiés de conscience, donc c'est ce que je viens d'aborder, et dans ce cadre-là, d'entrer en contact avec des intelligences que l'on pourrait qualifier d'intelligences extraterrestres ou exogènes. Alors, on va voir dans quelle mesure est-ce que ces termes d'extraterrestres ou exogènes, ils ont encore un sens quand il s'agit de rencontrer des êtres sur un autre plan en fait, de réalité que le plan matériel, et où du coup il n'y a plus de réalité terrestre à proprement parler. Est-ce qu'ils sont extraterrestres ou est-ce qu'ils sont juste extradimensionnels?
interdimensionnel, c'est un terme qu'a employé aussi Jacques Vallée. Et parallèlement donc, à cette constatation, Fabrice Bonvin il s'est intéressé aussi à des travaux qui ont été faits par un scientifique américain qui s'appelait Rick Strassman, qui avait travaillé sur la molécule qu'on appelle la DMT, diméthyltryptamine, qui est la molécule active dans les substances chamaniques type ayahuasca et ce genre de choses. C'est le principe actif de ces breuvages. Et en injectant simplement de la DMT pure à des volontaires, des étudiants, en l'occurrence, à une centaine de personnes, il s'est aperçu que ces gens-là rapportaient des vécus qui étaient très proches, en fait, de ce que vivaient les témoins d'enlèvement, donc abduction, comme on dit, mais simplement enlèvement. Donc, même type de vécu avec être confronté à des êtres qui avaient des intentions vis-à-vis d'eux, être confronté à une technologie, etc. Et que c'était le même type de vécu, simplement en prenant cette substance qu'on appelle DMT. Donc ça pose la question de est-ce que c'est de l'illusion, est-ce que c'est de la projection, est-ce que c'est la réalité, une réalité sur un autre plan de réalité, etc. etc. Donc on voit que le problème commence à se complexifier un petit peu. Parallèlement à ça, donc aussi Fabrice Bonvin, en tant qu'ufologue, qui se respecte, il sait qu'il n'y a pas d'OVNI sans témoin. L'OVNI c'est un témoin, au moins un. Après il va y avoir des témoins multiples évidemment. Et qu'un témoin c'est une conscience. Si le témoin n'est pas conscient, il n'a pas d'observation non plus, donc OVNI égale témoin égale conscience. On voit que le terme de conscience, en fait, il est complètement incontournable, et je vais y revenir plus en détail. Donc l'action sur la conscience du témoin, très classiquement, il y a une forme de contrôle, des gens qui observent des OVNI et se sentent soit neutralisés, soit contrôlés. Il y a ce qu'on appelle le facteur Oz, pour ceux qui sont passionnés d'ufologie, ils savent ce que c'est le fait d'être dans une bulle d'isolation sensorielle, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Il y a des aspects de téléchargement d'informations, le fait de recevoir de l'information par télépathie. Il y a des choses qu'on leur demande de faire. Et il y a une altération, classiquement, de la perception de l'espace et du temps. Il y a ces fameux épisodes de time missing, où il manque une période de temps dans le récit que vivent ces gens-là. Donc tout ça, c'est quand même lié, bien sûr, à la conscience. Et d'ailleurs, donc Aimé Michel parlait lui-même, en bon connaisseur, d'un festival d'absurdité, aussi, quand on mettait tout ça bout à bout. Dans les témoignages, il y avait plein de choses qui semblent parfaitement absurdes au regard de notre réalité matérielle bien classique, qui est la réalité de la veille, en fait, qui est de cette réalité dans laquelle on est, a priori, en ce moment. Les enlèvements, par ailleurs, il s'est avéré qu'il y avait des conséquences très semblables qui ont été observées, notamment par John Mack, un psychiatre de Harvard qui a beaucoup travaillé là-dessus, ou le psychologue Kenneth Ring aussi. Il y avait des conséquences très semblables à celles que connaissaient des gens qui avaient vécu des états modifiés de conscience, comme les expériences de mort imminente. On s'est aperçu que des gens qui avaient eu des enlèvements devenaient très sensibles à l'écologie, devenaient beaucoup plus altruistes, ils devenaient beaucoup plus sensibles aux liens qui nous unissent tous, toutes les formes de vie, etc. Et il en découlait une sorte de nouvelle vision du monde. On peut dire quand même que dans l'enlèvement, on est plutôt dans un état altéré de conscience, dans le sens où la conscience semble diminuer, en tout cas les personnes n'ont pas toutes leurs capacités cognitives, intellectuelles et tout ça, alors que dans l'expérience de mort imminente, on a l'impression plutôt d'un état augmenté de conscience, où les gens sont capables d'avoir accès à plus d'informations, ils ont l'impression d'être plus lucides. Alors bon, ça c'est une distinction que moi je fais qui n'est peut-être pas forcément pertinente. Alors, la dimension physique, Fabrice Bonvin dit oui, elle n'est pas du tout à rejeter, mais réduire le phénomène OVNI à l'hypothèse taux les boulons et à des extraterrestres, à des êtres, et réduire les extraterrestres à des êtres en chair et en os, en fait ça arrange bien les gouvernements. Parce que cette explication a servi de couverture à la réelle nature du phénomène OVNI. Je cite toujours Fabrice Bonvin. Je pense que les gouvernements, et en particulier américains, ont compris assez rapidement que c'est un phénomène complexe et a joué là-dessus pour ridiculiser le phénomène avec des récits complètement farfelus, et notamment ici des récits loufoques d'Howard Menger et de George Adamski, qui selon lui ont décrédibilisé l'ufologie, et tout indique, d'après les recherches que lui a pu faire, je pense, et d'autres aussi, que ces gens-là ont été appuyés par la CIA, financés, soutenus par la CIA, comme on veut. Donc ça y est, j'ai dit CIA, donc vous voyez très bien où on en est. On est dans le concours. J'ai gros. Alors, le problème, c'est que cette complexité du phénomène, elle a tendance à exclure, parce que tout le monde n'a pas les moyens ou l'envie de se plonger dans un phénomène qui revêt cette complexité-là.
quand on veut que la réalité soit simple, en fait. C'est vrai qu'on a besoin de choses auxquelles on puisse se raccrocher plus facilement. Donc, quelques mots quand même sur la conscience. La conscience, aujourd'hui, c'est la plus grande énigme scientifique, en fait, actuelle. Ça a l'air de rien. Nous, on prend ça pour argent comptant, on est là, on est conscient, on vit dans cette réalité-là, qui est notre réalité matérielle, on considère que c'est la vraie réalité, et que d'autres états de conscience, comme le rêve, par exemple, c'est pas la réalité. En fait, c'est certainement plus complexe que ça. L'hindouisme a réfléchi à ça depuis 4000, 5000 ans. La philosophie occidentale est arrivée à un summum de réflexion aussi là-dessus avec la phénoménologie de Husserl. La physique quantique, depuis le début du XXe siècle, a réintroduit la question du rôle de la conscience dans la façon dont on interagit avec la réalité, la façon dont on fait advenir le résultat d'une expérience de physique, de science. Il faut que l'expérience soit observée pour qu'un résultat soit mesurable, qu'il existe. Donc la conscience joue un rôle dans notre expérience du réel à tout moment et à tout point de vue. Alors le problème, c'est qu'il y a une forme de point aveugle, parce que sans conscience, il n'y a pas de réalité. Si je ne suis pas conscient, on dit je perds connaissance, c'est-à-dire conscience, ça veut dire ça avec connaissance, comme science, avec connaissance. Donc si je perds connaissance, je n'ai pas de réalité. Donc sans conscience, pas de réalité. Mais s'interroger sur la nature de la conscience, ça oblige à superposer, à confondre l'objet et le sujet, puisque le seul outil que nous avons pour comprendre la conscience, c'est la conscience elle-même. Donc on tourne en rond, on a donc un point aveugle, d'où les réflexions en philosophie de l'esprit là-dessus, qui sont extrêmement riches et extrêmement intéressantes. Le problème difficile posé par le philosophe australien David Chalmers, etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais il faut bien se rendre compte que la conscience, c'est la base même de notre expérience du réel. Voilà. Alors après, on peut dire que cette réalité-là, elle est plus réelle que celle du rêve, mais quelqu'un qui vit une expérience de mort imminente, il va dire que c'est la réalité de l'expérience de mort imminente qui est plus réelle que celle-là. Donc on est bien obligé de tenir compte de ce discours-là, puisque c'est relatif au vécu de la personne. Donc quand moi je me réveille d'un rêve, je peux dire oui, ce n'était qu'un rêve, c'était moins réel que ça maintenant. Et quand je suis dans une expérience de mort imminente, je peux dire que cette réalité-là, c'est comme un rêve, et que l'autre réalité, c'est la vraie. Tout ça, c'est complètement relatif. Donc, tous nos états de conscience sont des états qui sont relatifs les uns aux autres. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le Vedanta, il y a une réflexion extrêmement riche là-dessus, qu'on peut recouper justement avec la réflexion en phénoménologie, dans la philosophie occidentale. Aujourd'hui, en physique, on a aussi des questionnements extrêmement déstabilisant pour la nature du réel. Il y a le plus grand physicien actuel qui s'appelle Juan Maldacena, qui est un physicien d'origine argentine, qui travaille aux États-Unis évidemment, qui nous dit qu'en fait on vit dans un univers holographique. Donc vous voyez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une espèce de projection à partir d'une réalité qui est plus fondamentale, et que la réalité a 3 dimensions d'espace plus une dimension de temps dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une forme d'illusion. C'est une forme d'illusion, qui est bien réelle pour nous, parce qu'encore une fois c'est relatif, mais c'est pas forcément la réalité ultime. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de physiciens qui reconnaissent qu'on peut penser qu'effectivement, il y a une réalité plus fondamentale, en amont de cette réalité-là dans laquelle on est plongé là, et ça rejoint effectivement les réflexions à la fois de l'hindouisme, du bouddhisme, etc., qui sont plurimillénaires, et qui sont tout à fait encore d'actualité aujourd'hui. Donc, Juan Maldacena, il dit, en fait, une des 3 dimensions d'espace, c'est une illusion. La gravité elle-même est une illusion, mais on vit cette expérience-là parce que notre conscience, elle est programmée pour fonctionner comme ça. Mais qu'en réalité, on peut très bien avoir un univers fondamental qui n'est qu'à 2 dimensions. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la réalité telle qu'on l'aperçoit, ce n'est pas la réalité ultime telle qu'elle est réellement. Donc, ça accrédite les réflexions autour des états modifiés de conscience et de tout ce qui peut se passer dans ce cadre-là. Il y a un autre grand physicien qui s'appelle John Wheeler qui a simplement inventé la formule it from bit. Ça veut dire it, c'est cela, le nom physique, qui vient de bit, qui vient d'information. Bit dans le sens d'information. Donc c'est Philippe Guimont qui reformule. En substance, le monde physique, it, émerge en réalité d'un monde immatériel d'information pure. Bit. D'accord ? Donc voilà, on est encore dans l'idée d'une projection, on est encore dans l'idée que notre réalité tridimensionnelle, elle est projetée à partir de quelque chose de plus fondamental qui est un océan d'information, qui est un vide quantique. Après on peut formuler, on peut utiliser plein de mots, même impressionnants ou pas, mais il y a vraiment cette idée que cette réalité-là, c'est pas la vraie réalité.
Voilà, donc là, il y a la notion d'information qui a été introduite quand même, c'est très important parce que Jacques Vallée, quoi qu'on en pense, a dit dans une fameuse conférence TED en 2011 que la physique de l'information était la physique des 50 prochaines années. Et on va entendre parler de plus en plus de physique de l'information. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'ufologue? Voilà, là je reprends les idées qui ont été présentées dans le bouquin. Après Jacques Vallée, donc, il y a John Mack, le psychiatre de Harvard dont je vous ai parlé, qui a beaucoup travaillé sur les enlèvements, qui a insisté sur le lien entre ovni et conscience dans son étude sur les enlèvements. Il a dit « L'élargissement de la conscience et la transformation personnelle forment le substrat de base du phénomène d'enlèvement. » D'accord. Alors pour l'ufologue, qu'est-ce que ça élargit en fait son cadre d'analyse, ça ne réduit pas la complexité, ça l'augmente, c'est sûr, mais ça n'exclut rien non plus, encore une fois, comme je le dis, ça inclut, ça n'exclut pas. Après, à titre personnel, il y a des positions qui sont plus nuancées. Daniel Robin, il est tout à fait partisan de l'hypothèse extraterrestre, sauf que lui, il l'élargit, je vais vous le redire, il appelle ça hypothèse extraterrestre au deuxième degré. Il parle de facteurs exogènes. Pour parler de l'origine du phénomène, il parle de facteurs exogènes, ce qui laisse quand même la porte ouverte à tout un tas d'interprétations. Il dit quelque chose où quelqu'un semble ou interfère avec l'humanité, d'accord? Et selon lui, dans un but d'évolution, d'élévation spirituelle. Voilà sa thèse. Et il l'a défendu dans plusieurs ouvrages, y compris sur Fatima, la suite des travaux de Gilles Pinon aussi, ce genre de choses. Donc le phénomène OVNI et la question de la conscience posent tous les deux des questions sur la matérialité, sur les dimensions de la réalité, sur leur origine, sur le sens, sur l'utilité, sur le dessin, sur les potentialités, etc. Enfin, ça pose beaucoup de questions. Alors, Daniel Robin retient 6 enseignements du phénomène OVNI. D'accord? Alors déjà, tout à l'heure, je vous ai donné 6, parce que, pas oublier, tout à l'heure, il y avait 6 raisons pour lesquelles Fabrice Bonvin s'était intéressé à une approche holistique. Donc là, Robin, lui, il retient 6 enseignements du phénomène OVNI. Le phénomène OVNI ne se laisse pas enfermer dans des catégories intellectuelles simples. Il défie nos conceptions de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie, de la logique, etc. D'accord? En 2, il semble exister une étroite intrication entre ce phénomène et les activités humaines, depuis l'aube de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a interférence, notamment il surveille nos activités dans le nucléaire, etc. Mais depuis l'aube de l'humanité, on a des dossiers évidemment qui remontent à très très loin, comme on l'a dit tout à l'heure aussi. En 3, il interfère avec la conscience humaine, donc ça c'est de fait. Et là, il a 6 grands sous-ensembles, donc ça fait 3 fois 6, comme par hasard. Donc on est au 3e 6 depuis le début. Coïncidence, je ne pense pas, non, je plaisante. Alors, il interfère avec la conscience humaine de 6 manières différentes que je vais vous détailler ensuite. En 4e point, il dit l'hypothèse extraterrestre au 1er degré, c'est-à-dire une hypothèse qu'on dit tous les boulons, est inapte à rendre compte du phénomène. Lui, il propose une hypothèse extraterrestre au 2e degré qui intègre les notions de conscience et de spiritualité. Le concept de spiritualité est central pour lui, et il est derrière le phénomène OVNI à son sens. En 5, donc 5e enseignement du phénomène OVNI, il dit que ça dépasse nos capacités de compréhension, en l'état, et en 6e, il dit que c'est un formidable stimulant intellectuel. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Alors, donc je reviens, je détaille sur les 6 interférences avec la conscience. Je ne vais pas vous perdre avec des chiffres, mais alors, là aussi, pour lui, c'est fondé sur 3 grands constats. Il dit que les ovnis semblent capables de capter des pensées et de connaître les intentions du témoin. D'accord? Un être humain peut difficilement résister à un ordre ou une injonction. Donc tout ça, bien sûr, c'est basé sur plein d'études de cas. C'est des gens qui ont bossé quand même beaucoup sur le terrain, qui ont analysé beaucoup de cas. 3e grand constat, le phénomène OVNI peut modifier les perceptions pour induire une réalité fictive. C'est-à-dire il y a une réalité fictive qui va se substituer à la réalité du contact. Ça peut rejoindre ce que Jacques Vallée évoquait en parlant de système de camouflage. Je ne rentre pas dans le détail. Donc les 6 interférences avec la conscience sont les suivantes d'après Daniel Robin. Le fait d'être paralysé, d'être sidéré, on dit en psycho, par une observation. En 2, l'isolement sensoriel, donc facteur OZ. Le fait d'être dans une bulle, d'un seul coup, par exemple, si on est dans la rue, il n'y a plus de bruit, tout s'arrête, tout semble s'arrêter. Le temps, tout ça aussi.
En 3, la transmission d'informations sans conséquence apparente pour le témoin, c'est-à-dire simplement la réception d'un message de type télépathique. En 4, la transmission d'informations avec conséquence pour le témoin, c'est-à-dire qu'il va y avoir une influence, un contrôle sur la vie du témoin, et que ça va se transformer, on disait tout à l'heure, sa vision du monde, par exemple. En 5, une substitution de réalité, avec des aspects triviaux, bizarres, décalés, absurdes, burlesques, qui sont rapportés, d'où l'expression festival d'absurdité utilisée Aimé Michel. Et 6e type d'interférence avec la conscience, c'est carrément l'enlèvement. L'enlèvement, là, bon, il faut lire John Mack là-dessus, c'est un dossier, c'est un sujet à lui tout seul, évidemment. C'est quelque chose dans lequel je ne vais pas rentrer parce qu'il y aura beaucoup trop de choses à en dire. Donc voilà un petit peu ce qui sert de base à l'analyse de Daniel Robin dans ce livre. On a l'autre ufologue qui s'appelle Eric Zurker, qui lui estime qu'il y a 3 problèmes qui se posent à l'investigateur dans le cadre de cette réflexion-là. C'est 1, le brouillage humain, donc des problèmes, des difficultés à récolter un témoignage, et puis les façons dont on va interpréter ça à nous-mêmes, etc., en tant qu'enquêteur. Alors 2, l'incommensurabilité, l'impossibilité de mesurer les choses. Et en 3, élusivité, donc le terme que je vous ai explicité tout à l'heure, c'est ce qui échappe à l'objectivation. Donc l'incommensurabilité, c'est la possibilité de mesurer, ça peut s'appliquer à l'écart de développement ou d'intelligence entre une hypothétique civilisation extraterrestre et nous. C'est un argument des scientifiques rationalistes pour dire, même s'il y a une vie extraterrestre, on pourrait très bien ne jamais s'en rendre compte, ils n'existeraient pas au même niveau que nous, on passerait à côté. Pour qu'il y ait une forme d'interaction, c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait un trop grand degré d'éloignement, disons, ça semble logique. J'en ai parlé avec une astrophysicienne toulousaine qui s'appelle Sylvie Vauclair, que j'ai interviewée récemment pour Le Monde des Religions. Il y a un très bon dossier sur Dieu, la science et le cosmos. Donc elle est rationaliste, elle est très ouverte, mais elle n'est pas du tout partisane de l'hypothèse ovni extraterrestre, etc. Même si au CNES, on prend très au sérieux la question de la vie extraterrestre via le dossier de l'exobiologie, la recherche d'exoplanètes, etc. Ça, c'est très sérieux. On est sur le point de découvrir des exoplanètes habitables, super habitables, etc. Mais au CNES, on distingue ce travail-là complètement du dossier OVNI qui est traité par le GEPAN et qui, le GEPAN en plus là pour enterrer les dossiers, on a l'impression, comme le disait Yves ce matin, et pas noter son voie de disparition. Donc Sylvie Vauclair elle fait un raisonnement statistique, elle dit on s'attend à trouver des formes de vie plus simples que nous. Alors est-ce qu'il n'y a pas un blocage aussi intellectuel, parce que du coup elle rejette le dossier OVNI de toute façon, mais elle dit, dans le cadre de la démarche en exobiologie, on s'attend à trouver des formes de vie plus simples. Pourquoi? S'il y a une vie évoluée, il n'y a pas forcément de raison pour que la vie ait évolué de la même façon que sur la planète Terre. Bon. Il y a peut-être des formes de vie qu'on ne peut même pas du tout imaginer, d'autres chimies, des chimies du silicone, du silicium, ou je ne sais quoi. Et en 2, c'est une conviction personnelle qu'elle exprime, Sylvie Vauclair, elle dit qu'il y a plus de chances que la vie sur une autre planète ne soit pas évoluée, parce que la vie intelligente sur la Terre, qui a amené la technologie depuis quelques milliers d'années seulement, de la technologie, c'est même quelques centaines d'années, mais la vie intelligente, si on remonte, je sais pas, jusqu'à Cro-Magnon, elle n'est là que depuis 1 million d'années, alors que la Terre a 4 milliards d'années. D'accord ? 4 milliards d'années d'existence de la Terre, avec beaucoup de formes de vie, et seulement une forme de vie intelligente depuis 1 million d'années, et une technologie digne de ce nom, disons, depuis quelques centaines d'années. Donc les chances de tomber la première fois, quand on aura un signe de vie sur une période d'évolution de cette planète, sur une forme de vie qui est un niveau d'évolution comparable au nôtre, est très faible. C'est un raisonnement statistique. Donc une forme d'évolution comparable au nôtre, les chances sont très faibles. Une forme encore plus évoluée, c'est encore moins probable selon elle, parce qu'on ne sait pas du tout ce que nous on va donner en termes d'évolution derrière. Si on arrive à continuer à évoluer, ce qui n'est pas non plus gagné, peut-être s'arrêter là. L'incommensurabilité, ça pose la question de l'intelligibilité du phénomène, notre capacité à le penser. Amit Goswami, qui est un physicien d'origine indienne, il appelle ça l'effet miroir. On est capable de penser que des choses qui sont déjà dans notre registre, en fait, de sens, de réflexion, d'analyse, etc. Donc le phénomène OVNI n'est pas intégrable s'il ne correspond pas à nos schémas cognitifs, à ce qu'on est capable de penser. Par bien des aspects, donc il n'est pas pensable. Mais pour les mêmes raisons, il n'est peut-être même pas percevable. Voilà, c'est une question qui se pose quand même. Alors, malgré tout, il y a quand même une partie du phénomène qui est manifeste, puisqu'on a des cas, on a des témoignages, on a même éventuellement des artefacts, des objets
qui ont été recueillis. Donc la matérialité du phénomène, encore une fois, n'est pas niée par cette analyse-là. Éric Zurker, il pointe des conséquences dans les deux sens de cette problématique liée à la commensurabilité, etc. Il dit le témoin, il peut compenser inconsciemment par des éléments de sa propre culture. Quand il n'arrive pas à intégrer ce qu'il a vu, il va pouvoir projeter autre chose à la place, qui va faire plus de sens pour lui, qui va être plus intégrable, recevable, voilà, qui va être moins déstabilisant pour lui. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, on peut dire que le facteur exogène et l'intelligence externe peut se manifester sous une forme qui est symboliquement orientée et compréhensible pour le témoin. Ça a été beaucoup pensé aussi donc, par Jacques Vallée. L'élusivité pose aussi la question de l'intentionnalité du phénomène. Parce qu'en effet, en termes de causalité, je n'insiste pas là-dessus. Zurker, pour lui, les enlèvements, ce sont des événements à portée initiatique. La personne qui est étranger vit une forme d'initiation à travers ce genre d'événements-là. On a dit ça aussi beaucoup pour les expériences de mort imminente qui sont une forme d'initiation pour le témoin. Donc initiation au sens classique, alchimique et tout ça, hein, qui révèle la véritable nature profonde de la personne. Voilà, donc ça c'était la problématique de l'ufologue. On voit que ça complique quand même sérieusement les choses pour l'ufologue. Maintenant, je vais vous parler de la problématique du philosophe, parce que c'est quand même précieux que certains philosophes prennent ce sujet au sérieux, quoi. Ne le jette pas comme ça, ne le balaye pas d'un revers de manche. Donc là, en l'occurrence, c'est Philippe Sauval qui a fait ce travail-là dans ce livre. Mais il y a eu des précédents, hein, parce que, en fait, l'idée que des manifestations de type OVNI traduisent une réalité plus complexe qui a un lien avec des phénomènes comme le folklore, la mythologie ou la spiritualité, ça vient de Jung aussi. Hein. Tout à l'heure, Geneviève a dit que oui, c'était Vallée qui avait fait la première analyse de ça, mais Carl Jung, grand psychologue suisse, donc dès 1957, quand même, il écrit des choses dans ce sens-là, dans Un mythe moderne, des signes du ciel. D'accord ? Donc il montre. Alors je ne sais pas jusqu'où il est allé dans la recherche des liens entre OVNI, ufologie, folklore, mythologie, etc., monde de l'élément, du petit peuple et ce genre de choses, mais en tout cas il écrit que la question de la réalité physique des soucoupes volantes est presque secondaire et que ce qui importe est le phénomène psychologique, lui-même fruit de la fonction imaginaire inconsciente. Donc voilà, Jung en 1957, il a quand même posé les bases de cette réflexion-là, je pense aussi. Et il parle de mythe, sans que ça veuille dire que ça n'existe pas. La notion de mythe, ça vient de souligner qu'au moins une partie de ces expériences serait de nature psychophysique, liée à la conscience, à la pensée. C'est-à-dire qu'elle procéderait d'un brouillage des frontières entre les réalités objectives et subjectives. Donc, comme on l'a dit, d'autres auteurs prestigieux ont nourri cette réflexion, Jacques Vallée bien sûr, qui envisage le phénomène OVNI comme un effet interdimensionnel qui manipule les réalités physiques, hors de notre propre continuum espace-temps. Passons sur la formulation. Bertrand Meeus, évidemment, qui a nourri cette réflexion-là. On a d'autres auteurs que peut-être vous connaissez, Kate Thompson, Peter Rogiewicz, Thomas Bullard, voilà, qui ont travaillé sur cette approche-là. Alors, venons-en à Philippe Solal, parce que tous ces noms tout à l'heure. Aujourd'hui, Philippe Solal est un peu fâché avec les autres auteurs de ce livre, parce que justement, lui, il s'est un peu radicalisé, disons, dans son approche, et il a tendance à nier la matérialité du phénomène, et le fait qu'on puisse s'intéresser à des dossiers comme Roswell, en réfléchissant à des notions comme le rétro-ingénierie, etc., pour lui, ça lui paraît absurde, lorsque tout est conscience, tout est pensé, et tout ça, le phénomène OVNI, pour lui, c'est un retour du refoulé au sens freudien. Bon, donc voilà où il en est aujourd'hui de sa réflexion. Et c'est difficile d'avoir un débat. Moi, je pense que personne n'a la réponse aujourd'hui sur ce qu'est la signification de ce phénomène. Il faut quand même rester ouvert et pouvoir discuter des différentes approches, différentes interprétations, sinon c'est quand même triste. Mais Solal a écrit des choses, et dit des choses très intéressantes là-dessus quand même. Il dit que le phénomène OVNI fait partie des bugs métaphysiques qui nous amènent quand même à passer du matérialisme à l'idéalisme. Donc l'idéalisme, c'est au sens philosophique, hein, c'est-à-dire que la conscience est première. La conscience existe avant la matière. C'est pas la matière qui donne naissance à la conscience, c'est la conscience qui donne naissance à la matière. Donc idéalisme, ça vient de Platon, le monde des idées. Ça veut pas dire être idéaliste, hein, au sens vulgaire du terme.
c'est par la conscience que le monde vient à exister. La matière est donc secondaire. C'est une position qui est défendue aujourd'hui par beaucoup de scientifiques. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas que des philosophes comme ça. Il y a aussi des neuroscientifiques comme Mario Beauregard, justement, qui est un neuropsychologue québécois et qui a écrit et fait co-signer un manifeste pour une science post-matérialiste avec plein de collègues américains, essentiellement américains. L'idée que l'esprit est un produit de la matière, en fait, elle est très récente. Ça date de la moitié du 19e siècle. Avant ça, on croyait que c'était l'esprit qui était la réalité fondamentale et première, et que la matière lui était soumise en quelque sorte. Au milieu du 19e siècle, on a la révolution industrielle, on a les apports d'Auguste Comte avec le positivisme, on a la réflexion de Marx avec le matérialisme dialectique. Voilà, et c'est à partir de cette période de l'histoire en fait qu'on se met à dire que l'esprit, la conscience, c'est quelque chose de complètement secondaire et que ça vient juste de l'activité du cerveau. Voilà, et que ça n'a pas d'importance et qu'à ce titre-là, la science ne pouvant pas l'étudier, ne pouvant pas l'objectiver, elle doit s'en désintéresser. Grosse erreur qu'on est en train de payer aujourd'hui avec les excès du matérialisme, la finance folle, tout ce que vous voulez, le transhumanisme et toutes ces horreurs qui nous sont données. Alors, Philippe Solal, je le cite, face à l'oubli de notre dimension spirituelle, les intelligences qui sont derrière le phénomène ovni se sont rappelées à nous en utilisant les formes mêmes qui avaient accompli dans notre histoire cet oubli, à savoir les formes de la technologie. Voilà comment il propose de penser le phénomène ovni aujourd'hui. Il dit qu'on peut voir dans l'ovni un objet, un simulacre de vaisseau spatial, un fantasme de conquête spatiale qui n'est en fait qu'un retour du refoulé. Donc ça, c'est vraiment l'interprétation extrême de type freudien. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que la matérialité du phénomène est secondaire, puisque même si la conscience est première, et qu'on peut dire que la matière c'est une illusion d'un point de vue, oui, spirituel, si on adopte le point de vue d'un maître réalisé ou je ne sais quoi, on peut dire que la matière c'est une illusion, mais la matière c'est quand même la réalité dans laquelle on vit nous aujourd'hui, et on ne peut pas nier que ça soit réel. Si je fonce dans un mur, je vais me faire mal. Il n'y a pas de doute possible, physique, que ces objets sont matériellement réels et solides. Donc, voilà, il faut arriver à penser les deux voies de réflexion. Problématique ovni dans ce cadre élargi qui intègre les notions de conscience et d'information, de physique de l'information. Mais, dit cela, il dit un truc intéressant, l'univers dans lequel on est, même s'il est projeté, il n'est pas simulé comme dans une simulation numérique façon Matrix, parce que ça pose la question de quelle est l'intelligence derrière, etc. En fait, l'univers dans lequel on vit, on l'a dit avec la physique tout à l'heure, quelques mots de physique, il est produit. L'univers dans lequel on vit, il est produit par la conscience individuelle et par la conscience collective. Il est produit par la somme des consciences. Donc il est produit à partir de quelque chose de plus fondamental, cet univers, que cela l'assimile à la noosphère, donc de Teilhard de Chardin, on l'a dit un mot tout à l'heure, noosphère, l'ensemble des consciences humaines et non humaines interconnectées. Après, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop tendus, parce que déjà qu'il fait chaud. Alors, la communication sur les consciences produit la matière. Comme la circulation d'informations dans un ordinateur produit l'image qui apparaît sur l'écran. Voilà, on a un écran, dans l'ordinateur, c'est de l'information, c'est des échanges d'informations, tout ça produit une image. Et on peut projeter même quelque chose en 3 dimensions. Donc voilà, on a des analogies qui sont un peu parlantes quand même. Donc cela justifie cette métaphore en proposant 2 arguments. Il dit qu'il y a des apparitions sélectives d'ovnis ou d'occupants, c'est-à-dire qu'il y a des témoins qui voient certaines choses que d'autres témoins ne voient pas, alors qu'ils sont devant la même scène a priori. Il y a l'indice d'un processus de connexion entre le phénomène et un des témoins, par exemple. Et il y a des éléments personnels ou transpersonnels qui apparaissent dans les récits, notamment de rencontres rapprochées du 3e type, qui attestent que le phénomène puise son habillage dans le matériel psychique du témoin. Donc, dernière partie là, de notre petite présentation, c'est la problématique du physicien cette fois-ci. Donc là, je vais vous parler de Philippe Guillemant, dont la contribution là-dedans, elle se recoupe avec celle qu'il a faite dans la physique de la conscience, parce que dans la physique de la conscience, il parle aussi du phénomène ovni, mais c'est quand même beaucoup plus large que ça. Il propose un modèle de conscience à plusieurs niveaux, etc. Pour dire 2 mots de Philippe Guillemant aussi, il propose une théorie qu'il appelle la théorie de la double causalité, selon laquelle en fait on est plongé dans une trame espace-temps et que notre réalité c'est comme un chemin, comme un sentier en fait au long duquel on marche,
Et ce chemin, en fait, ce qu'il y a devant nous, ça existe déjà. Ça ne se crée pas en temps réel. Donc, si on arrive à prendre un petit peu d'élévation par rapport à notre chemin, on voit notre futur. Pourquoi? Parce que notre futur, il existe déjà. Donc, ce que propose Guillemont, c'est que notre futur existe déjà. Et notre passé, il existe encore. Donc, la conscience, c'est une tête de lecture du présent, mais à la fois présent, passé et futur existent simultanément. Donc ça, c'est ce qu'il appelle la théorie de la double causalité. Notre futur, il existe, mais pas sous forme d'un seul sentier. Si on prend d'élévation, on voit que le sentier, il peut se diviser en plusieurs sentiers. On peut prendre une infinité de chemins, finalement, donc on a une infinité de futurs. Mais on a une espèce de futur idéal qui correspond à l'intention du soi, qui est notre être supérieur, disons. Et ce soi, il nous propose un futur idéal qui, lui, existe déjà et nous envoie des signes à rebours du temps, donc par rétrocausalité, ce futur, notre meilleur futur, disons, nous envoie des signes dans le présent qu'on appelle les synchronicités. Et ces signes-là servent à nous mettre sur la bonne voie, à nous dire si oui ou non on est sur notre chemin de vie ou si on se plante complètement. Donc si vous n'avez jamais de synchronicité, c'est que vous avez tout faux. Non, j'exagère, ça va bien. Les synchronicités vues comme ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Philippe Guillemont réfléchit sur les questions ovni, matérialité, conscience, etc. Et il a quand même une thèse de la visite extraterrestre, si on le prend en tant qu'hypothèse extraterrestre au premier degré. Guillemont dit « Je pense que nos visiteurs, s'ils existent, transitent par l'extérieur de l'espace-temps, autrement dit par le vide. » D'accord? Donc là, c'est ce que je disais, l'espace-temps à 3 dimensions plus le temps. Il y a autre chose avant, en amont, qui est le vide quantique, ou qui est une autre réalité, et que les visiteurs maîtrisent une forme de technologie qui leur permet de s'extraire de l'espace-temps. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de problème ni de distance, ni de temps, forcément, par définition. Donc ils transitent par le vide quantique, qui est un vide en fait plein d'informations. Aujourd'hui, il y a un consensus en physique pour dire que la notion de vide en physique, c'est complètement reconnu, c'est vide de matière et d'énergie, mais c'est plein d'informations. D'accord? C'est à partir de cette information qu'on a justement notre réalité qui se matérialise. Alors, Guillemont dit qu'il peut y avoir toutes sortes de technologies, mais le principe d'entrée-sortie de l'espace-temps est toujours le même, et il opère par une distorsion de l'espace-temps. Ça expliquerait notamment des observations de type matérialisation, dématérialisation d'objets, qui sont très fréquentes. On peut déjà, je cite toujours Guillemont, on peut théoriquement déformer l'espace-temps pour se déplacer, par exemple en utilisant la métrique d'Alcubierre, alors là, spécialiste peut-être, qui consiste à compresser l'espace à l'avant d'un vaisseau et le dilater à l'arrière. D'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le vaisseau qui se déplace, c'est l'espace lui-même, c'est la portion d'espace qui se déplace comme une onde, et non pas le vaisseau. Le vaisseau, il est dans cette portion d'espace-temps qui elle-même se déplace. D'accord? Donc ça, théoriquement, en physique, c'est possible, ça existe. Intéressant. On peut aussi appliquer une compression homogène et dans ce cas, aller jusqu'à sortir de l'espace-temps, donc par différents moyens, dont beaucoup figurent dans la littérature de science-fiction, évidemment, toujours en avance là-dessus. Alors, il y a 2 conséquences majeures. Suppression de la décohérence. La décohérence, c'est le phénomène par lequel une réalité quantique multiple, à de multiples possibilités, se matérialise en une seule réalité physique. Donc la décohérence, c'est du coup le lien entre le vaisseau et l'espace-temps. Ça c'est supprimé du coup, parce que donc le vaisseau sort de l'espace-temps, donc il est plus soumis à cette question-là. Donc passons. Et deuxième conséquence majeure, la dilatation du temps. Et ça, la dilatation du temps, c'est quelque chose de très intéressant dans le cas du phénomène ovni, parce que ça peut expliquer plein de phénomènes, plein d'observations. Et Guillemont, il bosse là-dessus, je peux vous le dire actuellement, sur une physique du temps dilaté, dans le cadre de laquelle il arrive à rendre compte quasiment de, je ne sais pas s'il y en a 6, mais presque, des symptômes qui ont été identifiés par Joël Ménard. Je ne sais plus qui a parlé de Joël Ménard, peut-être je le suis là. Dernier livre de Joël Ménard, dans lequel il liste comme ça un certain nombre de symptômes, dont le facteur rose, dont des caractéristiques comme ça liées à l'observation. Et que Guillemont arrive à expliciter plus ou moins, enfin pour beaucoup d'entre elles, par la notion de dilatation du temps, y compris les effets de transparence, y compris tout un tas de choses, pas simplement le fait que le temps semble figé ou se ralentir, mais au-delà de ça, en termes d'observation, il y a plein de choses très très cohérentes qui
sont apportés par cette réflexion-là. Voilà. Donc je vous invite à suivre les réflexions de Guimand là-dessus. Alors, dans l'atmosphère, les ovnis peuvent jouer avec la métrique. La métrique, c'est la façon dont les points sont reliés entre eux, les points de l'espace. Ce qui permet à l'occupant d'un véhicule de ne pas ressentir les accélérations. Parce que c'est un problème que nous disent les rationalistes et sceptiques, qui disent mais les accélérations seraient trop importantes, on serait pulvérisé, les corps humains seraient pulvérisés. Non, justement, si on y a l'exemple, comme il a donné juste avant, de déformer l'espace-temps, de faire se déplacer toute une portion d'espace à l'intérieur de l'espace-temps, il n'y a pas de problème de compression, il n'y a pas de problème de dilatation, il n'y a pas de risque en fait, de subir des accélérations. Hein. Ce n'est pas l'objet qui se déplace, mais sa bulle gravitationnelle. Comme on voit ça dans les films, quand on approche du trou noir, etc., on n'est pas nécessairement spaghettifié, comme on dit, transformé en spaghetti. L'espace est fondamentalement élastique, il peut se courber, se plier, vibrer aux échelles quantiques. Il est malléable. Donc l'espace est malléable, et en créant une bulle à l'intérieur de laquelle la métrique n'est pas la même qu'à l'extérieur, on peut déplacer l'espace de la bulle sans résistance de l'environnement. D'accord ? Vous voyez le type de réflexion. Hein. Donc les objets pourraient se contenter de déformer l'espace, et donc de supprimer la gravité et de dilater encore une fois le temps. Donc tout ça, c'est des possibilités en physique, aujourd'hui, notamment en physique théorique. Donc il y a 3 situations possibles pour un ovni, d'après Guimand. Donc soit ils sont complètement matérialisés, par exemple lorsqu'ils se posent, soit ils sont à l'intérieur d'une bulle, mais connectés à l'espace-temps, tout en gérant leur impact, notamment sur la conscience du témoin, grâce à la dilatation du temps. Soit ils sont carrément à l'extérieur de l'espace-temps, et donc complètement dématérialisés dans le vide, mais toute leur information y est conservée, et donc ça permet une rematérialisation. Alors, il est toujours sur cette même idée, je ne vais pas trop donner de détails peut-être, parce que ça va me saouler. Quand on est dans une bulle comme ça, quand on est dans une bulle où la compression est homogène, en fait tout reste inchangé à l'intérieur de la bulle. Vu de l'extérieur, la taille du vaisseau va diminuer, mais vu de l'intérieur, il ne se passe rien, puisqu'on reste avec ses propres proportions à soi, donc dans le vaisseau, il ne se passe rien. Vu de l'extérieur, le vaisseau diminue, et la diminution ne s'arrête pas, donc dématérialisation. Du point de vue des occupants, le vaisseau se retrouve dans un univers quantique. C'est le même effet que lorsqu'on pénètre dans un trou noir, on risque la désintégration seulement si on gère mal les différences entre les gradients de la métrique. Donc là, on est dans du jargon, excusez-moi. Le temps est dilaté, vu de l'extérieur, il devient infini, mais de l'intérieur, la sortie est immédiate. Et encore, je vous renvoie vers Interstellar, c'est bien rendu. Très joli. Non, on ne va pas tout dire, parce que ça fait trop de choses. Hein. Une fois que l'information du vaisseau a été dématérialisée, il se retrouve dans une mer quantique où il n'est plus soumis à la mécanique classique. Dans ce cas, tous les possibles peuvent arriver, et d'après la théorie d'Guimand, ce qui arrive est comme directement téléchargé par la conscience. Nos visiteurs peuvent plus facilement nous rendre visite grâce à notre attitude collective et naturelle de déni. Pourquoi ? Parce qu'elle leur permet de trouver une ligne temporelle pour leur passage sans se heurter à une trop grande résistance de notre futur. Voilà, c'est pareil, il faut projeter là-dessus. Le futur résiste. On a un certain futur dans lequel les ovnis sont nos amis, ils sont déjà là, on est potes avec eux, et un autre futur dans lequel on veut pas qu'ils viennent dans la peur et tout. Et la façon dont on réagit collectivement à tout ça, ça crée des opportunités ou ça crée au contraire des freins. Merci beaucoup pour votre attention.